Comme un papillon, je survole les mers. Je suis au-dessus de tout. Chacun rêve d'être à ma place. Et pourtant, personne ne me le dit. Comme dans un songe, je prolonge ma vie. J'ai tellement appris. Chacun rêve d'être à ma place. Et pourtant, personne ne me le dit. Comme sur nos navires, j'admire le courage, l'ardeur et la vigueur. Chacun rêve d'être à ma place. Et pourtant, je ne suis qu'un apprenti. Je m'appelle Jean-Baptiste Malbrousse. Je suis né parmi vous. On dit que je suis un poète, un rêveur, tout en étant un petit gars d'ici. Je travaille depuis 6 ans pour Robert Surcouf, le maître des corsaires. J'ai commencé à un âge où j'aurais sûrement préféré déplacer des figurines sur des cartes d'état-major. Si beaucoup de gens trouvent mon patron dur et rude, moi, je n'ai trouvé que le mot maître pour le qualifier. Il a mon respect et ma confiance. Il m'a tout appris. C'est le héros de ces hommes de mer courageux qui secondèrent si bien nos escadres, en harcelant sans cesse les Anglais, non seulement dans les mers d'Europe, mais aussi dans celles de l'Inde. J'ai de la chance. Je deviens petit à petit son homme de confiance. Il me parle vraiment. Bon, je préfère dire vraiment, car c'est avec ses tripes qu'il dirige nos voyages et son équipage. C'est un homme entier, qui ne fait pas de concessions. Au combat, il est violent et brutal. Il est même parfois dangereux, mais c'est Surcouf. Sa seule signature vous glace le corps. Mais aujourd'hui, c'est la trêve. Enfin, comment vous dire? C'est son jour de bonheur associé à son heure de gloire. Il est revenu à la fois pour épouser celle qu'il a toujours aimée, Marie, mais aussi pour montrer toute l'étendue de sa richesse et de sa puissance. Si je vous parle à présent de trêve, c'est qu'à cet instant précis, je n'ai jamais vu mon maître aussi épanoui et si calme. Pourtant, Surcouf a reçu un billet d'une personne qui aimerait faire sa connaissance ou je ne sais trop quoi. Une personne qu'il connaît bien et qui aimerait sûrement le retrouver. Enfin, moi, en tout cas, je profite pleinement de ce mariage. Et puis, de toutes les façons, je ne vois rien à l'horizon. Jean-Baptiste! Jean-Baptiste, as-tu trouvé quelque chose? Non, rien. Vous paraissez inquiet. C'est étonnant ce mot posé sur cette table. C'est sûrement quelqu'un qui regrette de ne pas avoir été invité à votre mariage. C'est assurément vrai, mais c'est une plaisanterie malvenue aujourd'hui. Ne vous en faites pas, ce n'est rien. Buvez donc un peu de vin. J'ai ressenti comme une drôle de sensation en lisant ce mot. Comme si quelqu'un voulait me venir en aide, ou le contraire, comme si je devais épauler un ami ou un frère. Je pense surtout que l'état de grâce dans lequel vous êtes est dû à l'amour que vous portez à votre jeune femme. On devient un autre homme avec les années passées sur les mers. Et le mariage est un tournant dans ma vie de corsaire. Maître, arrêtez, vous me faites pitié en parlant de la sorte. Écoute. Tu n'entends rien? Non? Mais si... Écoutez! Respire. C'est la mer. L'entends-tu? Elle parle. Elle nous parle. C'est beau. Il est vrai que l'appel du large n'est pas très loin. Tu vois, Jean-Baptiste, la vie doit être pleinement vécue. Si tu as un rêve, ton obligation est de te battre pour le réaliser. Pourquoi vous me parlez de cela maintenant? C'est l'aboutissement d'un parcours. J'ai obtenu mon but. Tu les as vus, tous ces gens qui me regardent aujourd'hui? Je peux lire dans leurs yeux toute la jalousie et la reconnaissance d'un homme qui avait tout approuvé. Vous avez l'habitude de ce genre de gratitude. Détrompe-toi. C'est très dur d'obtenir la confiance des Malouins.
Le seul moyen d'être puissant et de le rester, c'est de se battre toute sa vie. Si c'est le but de la vie, alors on peut dire que pour l'instant, vous avez réussi la vôtre. Peut-être, mais la confiance est une chose et l'amour en est une autre. Voulez-vous que j'aille chercher votre femme ou la prévenir de votre présence dans le jardin? Non, j'irai la rejoindre tout à l'heure. Nous avons eu une journée forte en émotions et je n'ai plus l'habitude de me retrouver sur la terre ferme. Je peux faire quelque chose pour vous? Non, tu peux me laisser maintenant. J'aimerais rester un peu seul. Comme il vous plaira. Je voudrais célébrer dans des vers ingénus les plantes, leur amour, leurs penchants inconnus, l'humble mousse attachée aux voûtes des fontaines, l'herbe qui d'un tapis couvre les vertes plaines, sur ces monts exaltés, le cèdre précieux qui parfume les airs et s'approche des cieux pour offrir son encens au dieu de la nature. Le roseau qui frémit au bord d'une onde pure, le trembleau de parler dont le feuillage frais remplit de bruits légers les antiques forêts, et le pin qui, croissant sur des grèves sauvages, semble l'écho plaintif des mers et des orages. L'innocente nature et ses tableaux touchants, ainsi qu'à mon amour, auront part à mes chants. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Si vous êtes venu pour vous saouler, dépêchez-vous car nous Malouins savons boire. C'est à vous ce papier. Mais que me voulez-vous? Parlez un peu. Un muet. J'ai affaire à un muet. Eh bien, vous avez de la chance. Car aujourd'hui, je suis bien dans ma tête, bien dans mon corps, alors, je vous le redis, vous avez de la chance, je vous épargne. Puisque vous n'avez rien à me dire, vous m'êtes bien sympathique, mais j'ai des invités qui m'attendent, alors bonne soirée. Je suis vous. Comment? Je suis vous. Vous êtes moi. De toutes les mers que j'ai naviguées, je n'ai jamais entendu de tyrannerie. Je vous connais aussi bien que vous. Comment ça? Je vous observe. Je vous juge. Qui êtes-vous pour me juger? Et que me voulez-vous? Rien. Je suis juste un homme qui a souffert et qui ne souffre plus. Suis-je censé vous reconnaître? Je ne le pense pas. Et pourquoi? Vous me connaissez bien, vous. Parce que moi, je le peux. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Rien de très important dans le fond. Et donc? Et donc, je suis corsaire, malouin, descendant de marins. Mais nous sommes comme ça des dizaines dans la cité. Comme vous, j'étais destiné à la prêtrise. Moi aussi, je fus tonsuré. Et alors? Moi, j'ai mis un séminaire en révolution. J'ai mordu à sang un prêtre et je me suis enfui. D'ailleurs, je pense avec le temps que j'aurais pu même le tuer si j'étais resté. On n'impose pas sa volonté à un corsaire.
Vous quittez les prêtres chargés de votre éducation et rejoignez des maîtres autrement plus robustes, les bateaux. Comment savez-vous cela? Je vous l'ai dit. Je suis vous. Je pense que j'ai trop bu. Pourquoi moi? Pourquoi aujourd'hui? Parce que nous nous ressemblons tant. Je voulais revoir une dernière fois la personne qui me ressemble le mieux actuellement. Nous avons eu la même enfance turbulente dans cette même cité malouine. Nous avons le même mélange de brutalité et de sensibilité, la même délicatesse dans l'action énergique, la même générosité, sous le même courage. Si votre vie est vraisemblablement identique à la mienne, pourquoi nous ne nous sommes pas connus avant ce soir? Tout simplement, je naviguais sur d'autres mers que les vôtres. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Qui vous envoie? N'ayez pas peur. Je ne travaille pour personne. Je veux juste mieux vous comprendre avant de partir. Où allez-vous? Je ne sais pas encore. J'irai où l'on voudra bien que j'aille. Je ne suis plus pressé. Vous vous dites corsaire. Mais comment vous croire? Je ne peux hélas vous répondre. Et pourquoi? Vous ne voulez pas vous faire connaître. Vous êtes recherché, pirate. Je ne peux me dévoiler, mais croyez-moi sur parole, je fais acte de corsaire sur cette terre et sur cette mer. Drôle d'accoutrement pour un corsaire. Si vous me permettez, l'habit ne fait pas le moine. Vous m'avez l'air bien peu nerveux. La sagesse de la vie a su me rendre calme et posé. Vous n'êtes même pas armé. Pourquoi faire? Je ne suis pas ici pour me battre. Bon, expliquez-moi. Que me vaut cette visite? De la tristesse. À cause de quoi? Vous devriez dire à cause de qui? Regardez-vous, un corsaire à terre. Vous me faites pitié. Je veux bien vous accorder un peu de mon temps, mais je préfère vous prévenir qu'à la moindre remarque, je vous tranche d'un coup de sabre. Comme beau vous semble. Mais je crois que vous n'êtes pas très doué avec ce genre d'armes. J'ai vaincu tant d'hommes sur autant de continents. Ce n'est pas vous qui allez m'arrêter. Ne pensez pas une seule seconde que vous êtes capable de me toucher, Surcouf. C'est bien ce que l'on va voir. Jean-Baptiste! Jean-Baptiste, ramène-moi l'un de mes sabres pour que je puisse donner une leçon à monsieur. Dans quelques instants, vous serez enseveli dans la poussière de l'oubli. Et vous, vous finirez seul avec vos remords. En garde! Je ne souhaite pas vous blesser. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'aussi prétentieux. En garde, vous dis-je! Je ne veux pas me battre avec vous. Vous refusez le combat? Tant mieux. Je n'aurai plus qu'à vous trancher d'un coup de sabre! Raté. Je ne me laisserai pas insulter par un marin de la dernière heure. Je suis un homme d'épée et de sabre. Vous, c'est plutôt la précision du tir, n'est-ce pas? Comme lorsque vous aviez 17 ans, tireur de premier ordre, vous abattez les officiers anglais du Triton à coups de fusil. Un navire de 150 marins, vous voulez dire? Je vous fais peur? Je ne sais qui vous êtes, ou ce que vous me voulez, mais une chose est sûre, c'est que vous êtes bien renseigné.
Je vous observe depuis longtemps maintenant. On pourrait presque dire que je suis votre plus fidèle admirateur. Me voulez-vous du bien? Je ne suis pas venu pour vous tuer, sinon ce serait déjà fait. Je vous l'ai déjà dit. Je suis ici pour mieux vous comprendre. Je vis un cauchemar. Vous dites que vous me surveillez alors que nous ne nous sommes jamais vus. Vous dites que vous me jugez alors que nous n'avons jamais navigué. Vous êtes ma conscience. Et vous connaissez beaucoup de conscience habillée en corsaire? Non, mais justement, avez-vous bonne conscience? Que voulez-vous dire? N'y a-t-il rien dans votre carrière de corsaire que vous aimeriez effacer? Un moment de votre vie qui vous empêche de devenir un grand homme? On ne me demande pas de penser si telle ou telle chose est bonne. Avez-vous bonne conscience, Surcouf? Mais pourquoi? La raison humaine a-t-elle un sens à vos yeux? J'aime mon équipage. Et mes hommes sont traités comme il se doit. Et pourtant vous faites la traite des Noirs sur les côtes du Mozambique et de Madagascar, puis celle des esclaves pour le compte des colons de l'île de la Réunion. Alors si on vous demande ni de réfléchir, ni de penser, on vous demande sûrement de compter. J'avais 19 ans. Je ne savais pas. Nous emmenions en esclavage 100 chrétiens, pêcheurs de corail. Nous recrutions pour le sérail, dans tous les moutiers du rivage. En mer, les hardis écumeurs. Nous allions de Fès à Catane. Dans la galère capitane, nous étions 80 rameurs. On signa le couvent à terre. Nous jetons l'ancre près du bord. À nos yeux s'offre tout d'abord une fille du monastère. Près des flots, sourde à leur rumeur, elle dormait sous un platane. Dans la galère capitane, nous étions 80 rameurs. La belle fille, il faut vous taire, il faut nous suivre, il fait bon vent. Ce n'est que changer de couvent. Le harem vaut le monastère. Sa hautesse aime les primeurs. Nous vous ferons Mahométane. Dans la galère capitane, nous étions 80 rameurs. Elle veut fuir vers sa chapelle. Osez-vous bien, fils de Satan? Nous osons, dit le capitaine. Elle pleure, supplie, appelle. Malgré sa plainte et ses clameurs, on l'emporta dans la tartane. Dans la galère capitane, nous étions 80 rameurs. Plus belle encore dans sa tristesse, ses yeux étaient 2 talismans et 20 limites, On la vendit à sa hautesse. Elle eut beau dire « Je me meurs ». De nonne, elle devint sultane. Dans la galère capitane, nous étions 80 rameurs. Relevez-vous, Surcouf. Avoir les mains sales n'est plus une tare à notre époque. Relevez-vous! Les mers vous attendent. Il n'y a pas pire qu'un corsaire à terre. Nous sommes des hommes, des marins, des guerriers qui se conduisent parfois comme des pirates, c'est-à-dire des pilleurs par les armes, mais qu'on n'a pas le droit de pendre. Parce que les coutumes de la guerre et les lois internationales obligent sous peine de dangereuses représailles à nous considérer et traiter comme des belligérants. Je suis riche et considéré. J'ai goûté à la mer. Comme disent les marins, la terre me semble fade et monotone. Et pourtant, je suis heureux. J'ai épousé celle que j'aime. L'amour prendrait-il le dessus sur les vagues et les océans? Je m'étais fait une promesse. Revenir à Saint-Malo, fortuné et plein d'orgueil. Et je n'avais rien. Je n'étais personne. Cependant, j'étais amoureux. Le père de cette demoiselle, Blaise de Maisonneuve, homme fort puissant.
Ne voulant pas me décourager par un refus, m'avait dit, mon garçon, si tu veux ma fille, il faut la gagner. Pour cela, deviens riche. Puis tu viendras me trouver et alors nous verrons. C'est ce que j'ai fait. Vous êtes devenu corsaire. Par la force des choses et parce que je ne voyais que ça pour être riche et être respecté rapidement. Je pris aussitôt ma résolution, comme à mon habitude, et j'allais tenter fortune aux Indes, sachant bien qu'elle pouvait y sourire. Un marin hardi comme moi. Je ne peux pas vous croire. On devient l'homme de mer par amour, comme le prêtre donne sa vie à Dieu. J'ai laissé ma vie sur les bateaux, mon cœur sur les vagues, et mon âme dans les combats. À vous entendre, vous parlez comme un vieillard. Et c'est toute ma force face à vous. Pour parler comme vous le faites, il faut avoir un vécu, un véritable passé. Or, si je ne me trompe, je ne vous connais aucune prise, ni aucun fait d'armes. Alors qui êtes-vous pour me parler de la sorte? Je suis vulnérable. Mon humilité devant Dieu, ma délicatesse d'âme, ma sensibilité font de moi un corsaire différent. Je ne suis pas une brute, ni un simple. Ma seule jouissance est la mer. Vous parlez beaucoup, mais je n'y vois aucun acte. Vous dire qui je suis ne vous avancerez à rien. Parfois, je vous envie, Surcouf, de votre réussite, de votre talent, de cette âme qui fait de vous l'un des plus grands corsaires de notre histoire. Non, pas le plus grand. C'est trop d'honneur, je n'ai seulement que 28 ans. Avant moi, il y eut Jean Bart, Forbin et du Guétroin, l'un des plus grands hommes de mer qui est paru. Pourtant, il y a 6 ans, vous vous lancez dans la course contre les navires de commerce anglais. Vous écumez les eaux de l'océan Indien et acquérez une réputation de redoutable corsaire, faisant des prises exceptionnelles. Le Triton, puis le Kent tombent sous vos attaques, faisant de lourdes pertes chez les Anglais qui mettent dès lors votre tête à prix. C'est la fierté de tout corsaire, avoir sa tête mise à prix. Le Kent fut ma plus belle prise. 1200 tonneaux, 38 canons, 437 hommes d'équipage, dont 150 fusiliers. Et tout ça avec mon navire, la Confiance. 360 tonneaux, 18 canons. David contre Goliath. À Londres, vos exploits sont désormais reconnus. Dans l'esprit des Britanniques, votre nom est associé à une grande humanité envers les prisonniers et à une très grande discipline d'équipage. Ce qui n'empêche pas la prime offerte à votre capture de ne cesser de grimper. Parfois, mon sentiment est partagé entre la fierté et la peur. Je vous comprends. Même un corsaire a le droit d'avoir peur. Mais le courage est plus fort. C'est lui qui vous guide dans votre aventure. Et l'on peut dire que vous ne manquez pas d'audace. Parfois, je me sens perdu, seul, comme un marin devant la mer. La solitude des océans? Je ne sais si un jour je repartirai sur un navire. Je suis aisé, redouté. Je n'ai plus rien à prouver. De toute façon, tout le monde veut ma peau. Qui n'a jamais rêvé de devenir un homme puissant? Vous avez cette chance, Surcouf. C'est une véritable force pour vous et pour la France. Mes ennemis ont pour but de me tuer, de porter mon corps en trophée comme les chasseurs exhibent leur proie. Et vous appelez cela une chance? Je ne vois pas rester paisiblement à Saint-Malo, à ruminer les combats, à ressasser sans arrêt ces mêmes mers sur ces mêmes bateaux. Plus vous allez attendre, et plus vous allez avoir peur de vous retrouver confronté à l'immensité. Je ne sais pas pourquoi je raconte tout cela. Je ne vous connais même pas. Je vous l'ai dit, je ne vous veux aucun mal, bien au contraire. Je suis là à écouter un homme qui doute. Si les Anglais devinaient le quart de ce que je viens d'affirmer, la Bretagne serait annexée depuis longtemps.
Je trouve que notre lutte n'a pas la reconnaissance qu'elle mérite. Comme lorsqu'on se lance dans l'aventure sans avoir pu obtenir de lettres de marque. Exactement. Un jour, j'ai même ordonné à mon équipage de jeter par-dessus bord des barils d'or, préférant perdre ma part plutôt que d'en donner la moitié au fisc, ce faiseur chicane. Le plus important est toujours de sortir grandi des imprévus. Nous, corsaires, notre devoir n'est pas de s'enrichir. Nous ne sommes pas des commerçants, mais plutôt des conquérants des mers. Notre jouissance, nous la puisons sur le fait d'être de courageux marins, et non des pantins au service de l'argent. Je conçois tout à fait votre vision, mais il faut bien assurer nos arrières. Chacun se bat toujours pour ce qui lui manque. L'abondance n'est pas ma religion. Et si nous buvions à cette rencontre nocturne? Jean-Baptiste, ramène-moi du vin pour que je puisse boire avec monsieur. Oui, maître. Maître, voici beaucoup d'honneur. C'est un volontaire qui m'accompagne depuis 6 ans. Je m'efforce à lui apprendre le rôle de corsaire. Il est serviable, courageux. Je pense qu'il fera un bon marin, si son cœur ne flanche pas. Quel vin voulez-vous boire? Peu importe du moment qu'il soit bon. Que sert-on à mes invités? Certains boivent du vin de Bordeaux, d'autres se régalent des vins du Portugal et d'Espagne. Avez-vous une préférence pour les vins sucrés? À cette heure de la journée, je me contenterai très bien d'un vin de Madère ou d'Alicante. Eh bien, soit, ramène-nous cela. Et s'il n'y en a pas, un vin de Porto fera bien l'affaire. C'est une sorte de domestique que vous tenez là. J'ai appris à boire à Caen, en même temps que la philosophie, à jouer aux cartes et à courir les filles. Je lève mon verre à tous les hommes qui ont su un jour dominer les mers. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là, mais votre présence me rassure. Je suis resté 14 mois à Paris, après notre victoire sur le Triton. Et pendant tout ce temps, vous ne pouviez pas imaginer combien la mer m'a manqué. Ce dont je me souviens, c'est pourquoi vous êtes resté aussi longtemps là-bas. Nous autres corsaires sommes toujours des combattants réguliers, officiellement mandatés par un ordre de mission qui porte le nom de lettre de marque. Je n'ai jamais compris le sens de ce certificat. Si je suis pris par l'ennemi, ce document m'assurera le sort de prisonnier de guerre. Il arrive que le corsaire soit échangé ou racheté, plus souvent qu'il ne s'évade, n'est-ce pas? Je suis tenu par cette lettre de n'attaquer exclusivement que les ennemis de la France, respectant généralement les neutres et toujours mes propres concitoyens. Si je manque à cette règle absolue et que je continue mon activité, alors je serai traité en pirate et mon corps ira se balancer au bout d'une corde. Ce qui est parfois injuste. Nous sommes arrivés comme des héros sur cette terre de France. Je n'avais pas cette fameuse lettre, mais prise sur ses yeux au profit du trésor. J'ai oublié que je suis corsaire. Je connais bien le principe de cette lettre de marque. C'est notre licence, notre laisser-passer sur les mers. Dans votre cas, vous auriez dû estimer avoir de la chance. Le directoire indemnisa marins et armateurs. La question que je me suis souvent posée, c'est pourquoi vous n'avez pas accepté votre part? Tu peux nous laisser, Jean-Baptiste. Merci pour le vin. Je ne veux pas qu'il sache que ce régime était pourri.
orgueil, mépris. J'apporte un magot. En échange de quoi? Un putain de broutille. Je reconnais bien là votre sens de l'argent. Vous avez fait de même avec les prises du Kent, c'était pourtant des barils d'or. Oui, monsieur, des barils d'or. J'en suis encore malade. Le 10e revenait à l'amiral. C'était le règlement, et bien normal qu'il le réclame. Eux, ils ne connaissent pas le mot peur. C'est facile d'imposer des lois aux gens comme moi qui prenons constamment des risques. Votre vie se résume à celle d'un homme qui essaye par tous les moyens de s'enrichir? Je ne pense pas que ce soit la quête première d'un corsaire. Vous êtes en train de me juger. Je ne pense pas comme vous. Je vous reçois chez moi, alors que je ne vous connais même pas. Et c'est de cette manière que vous me traitez? Monsieur, j'ai passé assez de temps en votre présence pour comprendre que nous n'avions rien à faire ensemble. Vous partez! Et je ne prendrai pas la peine de vous saluer! J'ai échoué une première fois. Mais la bataille n'est pas perdue. S'il vous plaît, je vous en conjure, revenez plus tard. Laissez-moi une autre chance. La mer. J'aime cette mer. Parfois grise et dangereuse, tantôt émeraude et merveilleuse. Saint-Malo, ce rocher, j'y ai passé mes belles années. Je reconnais chaque pierre, chaque ruelle de ce village qui ne me laissait pourtant que très peu de liberté. Si tu n'es pas notable, commerçant, pêcheur ou marin, tu n'es pas mal loin. Le souvenir est un sentiment qui apporte joie et peine à la fois. Je viens de voir mon maître. Il est bouleversé par votre rencontre. C'est tout à fait ce que je voulais. Mais je n'ai jamais vu Surcouf dans cet état. Il n'a même pas pu franchir la porte de la maison. Où est-il? Il est en train d'errer dans le jardin. Ne vous inquiétez pas pour votre maître, comme vous dites. Il va me revenir dans très peu de temps. Vous a-t-il parlé de moi? Non. Il est trop perturbé pour cela. Il m'a juste dit de le laisser seul pour réfléchir. Mais que lui avez-vous fait pour qu'il soit dans cette situation? Je l'ai mis devant ses responsabilités. N'ayez pas peur. Surcouf est un roc et moi, je ne lui veux que du bien. Qui êtes-vous pour être ici ce soir? À cette question, je ne peux vous répondre. Sache juste que je suis un corsaire. J'ai épuré les mers pendant tant d'années. Pardonnez-moi, mais je vous trouve encore jeune pour parler de la sorte. Le physique des gens est leur premier mensonge. Mon apparence ne correspond pas à mon passé. Le ciel est pur? La lune est sans nuages. Déjà la nuit, au calice des fleurs, verse la perle et l'ombre de ses pleurs. Aucun zéphyr n'agite le feuillage. Sous un berceau, tranquillement assis, où le lilas flotte et pend sur ma tête, je sens couler mes pensées rafraîchies dans les parfums que la nature apprête. Des bois dans l'ombre, en ces prés blanchissants, avec lenteur, se dessinent et reposent deux rossignols. Jaloux de leur accent, vont tour à tour réveiller le printemps qui sommeillait sous ces touffes de roses. Mélodieux, solitaire secret, jusqu'à mon cœur vous portez votre paix.
T'es prêt aussi? Traversant le silence, j'entends au loin, vers ce riant séjour, la voix du chien qui gronde et veille autour de l'humble toit qu'habite l'innocence. Mais quoi? Déjà belle nuit, je te perds! Parmi les cieux, à l'aurore entrouvert, Phébé n'a plus que des clartés mourantes. Et le zéphyr, en rasant le verger, de l'Orient, avec un bruit léger, se vient poser sur ces tiges tremblantes. Tu as l'âme d'un poète. C'est ma plus grande passion. Alors que fais-tu avec Surcouf sur les mers? Les océans me passionnent tout autant. Les trouvez-vous? Quand je suis sur un vaisseau, j'ai un sentiment de puissance inégalable. Comme si je pouvais contrôler les escadrons de chiens de mer, dessiner des centaines de vagues, et ainsi dominer l'espace d'un instant l'immensité des flots. C'est bien ce que je disais, tu as l'âme d'un poète. Vous avez déjà eu peur en mer? Oui, c'est un sentiment normal. J'ai frôlé la mort tant de fois qu'à la fin on s'y habitue. Racontez-moi! Tu m'as l'air bien curieux. Mais j'aime ça, chez les jeunes marins. C'était au cours d'une attaque de convoi de galions portugais revenant du Brésil. Le duel d'artillerie a été si violent que 3 boulets sont passés entre mes jambes. Mon habit et mon chapeau ont même été percés de balles. Je me suis mis à trembler, au sens le plus physique du terme, tout en pensant « Tremble, carcasse, tremble, tu tremblerais davantage si tu savais où je vais te mener. » J'ai même un jour été prisonnier. Vous êtes le premier homme à avoir déstabilisé mon maître. Je ne sais pourquoi, mais votre attitude me rassure. Comme la présence d'une mère. Je vous avouerai que j'aime passionnément les histoires navales. Un jour, je m'amuse à me faire suivre par un Anglais plus lent. Le prince Orange. Je l'attends, je repars, je l'attends, je repars. Je suis sous pavillon anglais d'abord, puis pavillon anglais en berne, en dérisoire signe de deuil. Le prince Orange est rouge de colère, se fâche et tire. Moi je réponds, mais toujours sous pavillon anglais et non sous pavillon blanc. Ce qui est une faute lourde. Me voici pirate. Qu'importe, je prends le large, pas pris, pas puni. Cela ne fait pas de vous un prisonnier. Tout simplement parce que mon histoire n'est pas finie, mon jeune ami. 2 semaines plus tard, dans une brume à couper au couteau, nous voici nez à nez avec une escadre anglaise de 6 gros vaisseaux. Notre navire est désemparé, nous n'avons plus de mât. Il faut se rendre à l'évidence. Moi, un corsaire malouin, dois baisser les bras pour la première fois. Me voici prisonnier. Je suis porté à bord d'une barque, où le capitaine me donne sa propre chambre, me traite comme un fils. À Plymouth, au lieu de m'enfermer, on me donne la ville pour prison, la ville, avec les Anglais qui me régalent, et les belles, qui ne sont point insensibles. Vous étiez traité avec beaucoup d'honneur. Il est vrai. Mais la suite est moins glorieuse. Tout à coup, le capitaine du Prince Orange arrive, raconte l'incontestable fait de piraterie. Je suis au cachot, je dois être pendu. Comment vous en êtes-vous sorti? Les belles de Plymouth. On trouvait que ce serait dommage qu'un corsaire comme moi parte aussi jeune. L'une d'elles, une accorte marchande, vient me voir. Elle aguiche le geôlier, le séduit. Le naïf protestant me demande de plaider auprès d'elle en sa faveur. Le nerveux. Soit, j'accepte. Mais l'entrevue aura lieu dehors. Le geôlier avait le droit de vous parler. Et bien plus encore. Tu sais, les Anglais sont parfois des gens simples d'esprit et faciles à berner. Je m'en suis déjà rendu compte. La porte s'ouvre. Et moi, l'oiseau de mer s'enfuit en plein mois de juin, avec mon chirurgien, un officier, mon maître d'équipage et un valet, à bord d'une misérable chaloupe, traversant la Manche, la mer des corsaires, avec beaucoup de réussite et de chance, pour embrasser de grand cœur ma terre natale. Sitôt rentré à Saint-Malo,
Je prends ma revanche sur le vaisseau François, qui me vaut du roi une épée d'honneur. Le roi vous a remis une épée. Comment est-ce possible? La vérité et l'histoire ne font pas bon ménage. Garde cela pour toi, mon jeune ami. Mais je ne comprends toujours pas qui vous a remis une épée, puisqu'il n'y a plus de roi. L'histoire appartient à celui qui la raconte. Bon, ben, peu importe. Sache juste que cette aventure m'a permis de devenir un autre homme aux yeux des autres. Surcouf n'a jamais eu autant d'honneur. Est-ce pour cela qu'il est parti? Ton maître ne partage pas ma vision des corsaires. Je suis extrêmement fier de pouvoir le servir. C'est un patron digne d'être respecté. C'est bien normal. Mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point l'équipage a une confiance aveugle dans leur capitaine. Ils le connaissent et l'admirent pour son courage et son intelligence à toute épreuve. Depuis l'année dernière, il suscite l'admiration de tous. Vous vous rendez compte? La prise du Kent, l'un des navires les plus prestigieux de la Compagnie des Indes. Imaginant les cales du navire anglais remplis de riz, de bois précieux, de soie et d'épices, je revois encore les yeux de Surcouf, brillants de joie. Malgré la taille et la puissance du vaisseau, il cria « Cap sur l'anglais! Faites forcer la voile! Les hommes, à leur poste de combat !» Tirant son obus de son épais ceinturon, il déchiffre le nom du bateau. Le Kent. Nous avons pour l'abordage. Chacun glisse dans sa ceinture une hache, un sabre et un poignard, avant de saisir des lances, des pistolets ou des gourdins. Certains tiennent même un couteau entre leurs dents. Au même moment, un coup de canon part de l'avant du Kent. C'est le coup de semonce. Notre navire s'élance alors vers l'ennemi. Celui-ci, sûr de sa puissance, fonce dans l'espoir de nous couler. Mais la manœuvre n'a pas fonctionné. Au contraire, les Anglais ont la stupéfaction de nous voir monter à bord en hurlant « À l'abordage !» Le premier à prendre pied sur le vaisseau est un noir nommé Bambou. Armé simplement d'une hache et d'un pistolet, il s'est jeté du haut du grand mât au beau milieu des Anglais qui, saisis de terreur, le laissent se faire un sanglant passage à travers les matelots. Les Anglais sont affolés. Surcouf se jette à son tour dans la bataille. On entend les détonations de canons, de pistolets, le cliquetis des sabres, des épées et les cris des combattants. Soudain, le capitaine anglais s'effondre, touché par une grenade. Surcouf, qui a vu la scène, s'écria « Le capitaine anglais est tué! Le navire est à nous !» Les Anglais fuient sous le pont, poursuivis par les Français qui s'empressent de fermer les panneaux sur eux. Mais le second capitaine anglais, voyant la bataille perdue, tente le tout pour le tout. Il se précipite vers Surcouf dans l'espoir de le tuer. Heureusement, Bambou est là. Il tape plutôt se transverse l'anglais. Bambou sera plus tard acclamé par nous tous. Le lendemain, nous mettons le cap sur Ceylan. Le débarquement est un triomphe. Surtout quand, en déchargeant le Kent, on y découvre un véritable trésor. De l'or et de l'argent en barre. Des pierres précieuses magnifiques. C'est là un exploit parmi tant d'autres qui vaudront à ton maître le surnom de tigre des mers. Désormais, il n'est pas rare pour un Anglais, lorsqu'il voit apparaître les voiles du corsaire malouin, de se rendre sans même livrer bataille. Vous comprenez à présent pourquoi il a mon respect. Tu as le privilège d'avoir l'enseignement et la pratique d'un des plus grands corsaires de tous les temps. J'ai beaucoup de respect pour ce marin et ce fin technicien, mais beaucoup moins pour l'homme et ses idées. Surcouf croit énormément en toi. Serre-le bien, et tu deviendras un grand marin. Justement, voici celui de nos pensées. Comment allez-vous, Surcouf? Vous avez réfléchi à notre conversation?
Vous ne me répondez pas. Je vous fais encore peur? Vous essayez de m'inquiéter à votre tour? Je suis vous. Vous vous prenez pour moi à présent? Je suis vous. Cela vous amuse de prendre ma place? Il est un jour comme celui-ci où je songeais en mon gîte. Car que faire en un gîte, à moins que l'on ne songe? Dans un profond ennui, cet homme se plongeait, car triste. Et la crainte le ronge. Les gens de naturel peureux sont, paraît-il, bien malheureux. Jamais ils ne sauraient manger un morceau qui leur profite. Jamais plaisir pur. Toujours assaut divers. Cette crainte maudite empêcherait de dormir, sinon les yeux ouverts. Eh bien, corrigez-vous. Voilà comme vous aimeriez que je sois, que je vive. Il n'en est rien. Je suis juste revenu pour savoir ce que cela faisait, d'arriver chez quelqu'un et de lui dire que vous êtes lui. Je n'ai trouvé que cela pour obtenir votre écoute. Si je m'étais présenté sans motif valable, vous ne m'auriez pas accordé votre temps. Tu peux nous laisser, Jean-Baptiste. Nous voici seuls à présent, face à face. J'ai réfléchi un bon moment au mystère de votre visite et je n'arrive toujours pas à comprendre le but de cette rencontre. Et regardez-vous, il faut avoir beaucoup de culot pour se présenter devant moi. L'espace d'un instant, vous m'avez fait douter, peut-être plus. Mais regardez-vous. Moi, quand je vous observe, je ne vois pas grand-chose, à part cette envie de vouloir me contempler. Je sais que vous connaissez ma vie aussi bien que moi. Vous avez scruté mes faits et gestes. Vous étiez probablement sur l'un de mes navires. Je vous dois peut-être de l'argent. Ma seule motivation est de regarder le légendaire Robert Surcouf, le célèbre corsaire. C'est tout. Non, j'ai aussi pour dessein de mieux comprendre vos choix et vos décisions sur les mers. Je dois partir vers des eaux qui me sont encore inconnues. Ma seule joie est d'avoir bonne conscience et de savoir qu'à Saint-Malo, il y a un bon marin, un homme courageux qui peut faire face à ses ennemis. Quelle drôle d'idée. Pensez-vous à moi en disant cela? Peut-être, mais pour l'instant, je n'en suis pas sûr. M'avez-vous bien regardé? Il n'y a que moi, Saint-Malo, qui puisse obtenir cette stature. C'est presque vrai. J'ai juste une dernière question à vous poser. J'ai hâte de vous répondre. Argent ou gloire? J'aimerais juste savoir ce qui vous motive vraiment. L'un ne va pas sans l'autre. Vous me dégoûtez, Surcouf. Vous partez? Je n'ai plus rien à faire avec vous. J'espère juste avoir une influence sur votre conscience. Vous vous prenez maintenant pour un moralisateur. Vous n'êtes pas digne d'être le roi des corsaires. Ah, me voici maintenant le roi des corsaires. Et de mieux en mieux. Vous n'êtes pas honorable. Si vous êtes venu pour me recruter dans la marine d'État, sachez, monsieur, que je suis indépendant. En 6 croisières et 44 mois en mer. De 47 navires, je m'empare. 26 sont terris. 2 rançonnés, 4 coulés, 3 repris, 1 détruit par l'ennemi lui-même. 2 naufragés, 5 cargaisons sont transférées et 4 rendues à leur capitaine. Et vous me parlez de courage, d'honneur et de gloire. Je pense que tout y est réuni. Je vous offre à boire et vous n'avez même pas l'obligeance de finir votre verre.
Vous débarquez chez moi, le jour de mon mariage, en prétendant tout savoir sur moi. Et qui êtes-vous, monsieur, pour avoir l'audace de me déranger en un si grand jour? Je suis pauvre. Vous comprenez? Pauvre. Je ne me suis jamais enrichi. J'aurais pu le faire maintes et maintes fois, mais... Mais quoi? Vous aviez peur? Oui, j'aurais pu avoir peur. Mais certainement d'avoir mauvaise conscience. Je viens de vous choquer, Surcouf. Vous ne partez pas? Vous m'envoyez ravi. Je suis chez vous depuis près d'une heure. Et c'est la première fois que je peux lire dans vos yeux toute la combativité alliée avec vos plus grandes peurs. J'ai demandé à Dieu, devant l'océan, de retrouver l'homme, le corsaire, le malouin, ayant l'audace des plus grands hommes de mer. Pourquoi me parler de Dieu et de la mer? Tout simplement parce que c'est lui, ce soir, qui me guide vers vous. Et maintenant Dieu. Moi qui commençais à vous trouver intéressant, ce n'est pas sur ce genre de terrain que nous allons sympathiser. Vous n'arrivez toujours pas à comprendre. Si je suis ici, devant vous ce soir, c'est pour votre plus grand bien. Et vous allez me dire que c'est Dieu qui vous envoie. Vous savez comment on appelle les gens de votre espèce? Des possédés. Et moi, je me dois de vous tuer. Comme il vous plaira, tel est votre destin. Mon seul destin est de vous achever sur le champ. Je vais vous faire l'économie d'une balle. Vous ne pouvez pas me tuer. Je suis déjà mort. Ce n'était pas ma vocation d'être corsaire, si vous voulez tout savoir. J'étais né au milieu des bateaux et des marins. J'avais le mal de mer. Je préférais Mars et Vénus à Neptune. Dans mon temps, on commençait jeune. La soutane et la tonsure, c'était à 13 ans. Les essais de duel à 15. Et volontaire pour la mer, à tout juste 16 années. Malgré tout, j'ai pris goût à la mer et au combat. Pierre Legout de la Fontaine, remarquable manœuvrier à bord du Grenaudan, 28 canons, 200 hommes d'équipage. C'est lui qui me forma à l'apprentissage des corsaires. Nous étions au large des côtes d'Irlande, lorsqu'approchent 14 voiles. Legout prend peur, lorsqu'il précise des vaisseaux de 40, 36 et 36 à bord, battant pavillon amiral, vice-amiral et contre-amiral. Moi, je ne voyais que de simples bâtiments marchands, n'ayant que 28, 24 et 24 pièces, et les autres sabords des canons de bois. Mon coup d'œil et mon autorité venaient de naître. Je me vois encore donner un coup de sabre au capitaine anglais. Oui, je me souviens de l'abandon de son équipage, de cette entrée triomphale dans le port de Saint-Malo, avec notre butin de 5 prises. J'étais jeune,
et reçut mon premier commandement de corsaire. Une flûte de 14 canons, le Dalican, puis ensuite le Coetgen, avec lequel j'amarine 12 prises d'un coup. On me trouve dur, audacieux, exténuant ou trop jeune. Les jaloux, qu'importe, qui même me suivent. Je construis ma vie. Je l'appuie du roi et me sont confiés ses navires. Le Profond, puis l'Hercule à 20 ans, la frégate Diligente à 21. Parfois, j'ai comme une voix intérieure qui me guide et m'inspire. Elle me prévient des événements, de ses biens et ses maux. Après bon nombre de victoires, le roi me prend alors à son service et me nomme directement capitaine de frégate légère, puis capitaine de vaisseau. La voici, cette carrière de corsaire, menée tambour battant, et pourtant... J'ai peur. Sous cette carapace, oui, j'ai peur. Moi qui ai vu mon frère Étienne, 19 ans, mourir dans mes bras atteint d'un coup de fusil, j'ai peur. Avant de pleurer de chagrin, je l'ai vengé des Espagnols. Il m'arrive de trembler, mais ma sûreté de manœuvre croît chaque jour par expérience. Je fonce en avant comme le chien par peur, parce que comme lui, je me sens désarmé de tout. L'un de mes plus beaux faits d'armes fut Rio de Janeiro, la vengeance de Jean-François Duclerc, massacré par les Portugais. J'avais l'appui du roi, qui me prêta tous les vaisseaux disponibles, 2500 soldats, et le matériel de siège nécessaire. Mon frère Luc et 6 autres armateurs malouins réunissent 1 200 000 livres, auxquels contribue l'amiral de France lui-même. Au total, 7 vaisseaux, 6 frégates, 2 bâtiments de charge, 2 corsaires indépendants, soit 17 bâtiments. 5824 hommes et flibustiers qui connaissent les lieux. Je fais appareiller le 9 juin, et le 11 septembre, on se trouve déjà dans la baie de Rio de Janeiro, où le gouverneur a réuni 13 000 hommes à l'entrée du Goulet. En 3 jours, le Goulet est forcé. 3200 hommes sont débarqués à terre. Le 21, le reste du camp de Jean-François Duclerc s'évade, annonce que la ville est abandonnée. Le 23, les Portugais attendent des renforts. Trop tard, ils se rendent. Ils ont perdu 25 millions et toute leur escadre brésilienne dans cette bataille. Mais surtout, je ramène un fabuleux trésor. Et la France, que ses ennemis croyaient sans marine, disparue des océans, retrouve d'un coup tout son prestige. Les Anglais en sont affolés. Je suis nommé commandant de la marine de Saint-Malo, puis chef d'escadre par Louis XIV. Malgré tout, je suis pauvre. Le roi des corsaires. Pauvre. Je ne me suis que très peu enrichi. Il ne fallait pas tout à fait négliger l'intérêt des armateurs. Mais guerrier suis-je et non commerçant. Mon affaire était de guerroyer, non piller et prendre. J'ajoute à mes armes, ainsi qu'à mon seul frère vivant, Luc, la noblesse de 2 fleurs de lys. Et la devise, le courage, la valeur ont conféré nos armoiries. J'ai toujours recherché le plaisir de bien servir. Telle fut ma vie, ma carrière de corsaire. René du Guétroin. Je suis à présent libre, mais anonyme. Si je suis venu te voir ce soir, c'est pour te dire tout le bien que je pense de toi, mais aussi pour te mettre en garde. Nous sommes tous deux descendants de marins et de corsaires. Nous sommes même parents, par Porcon de la Barbinet. La mer est peut-être notre allié, mais les risques sont de plus en plus importants. N'oublie pas d'où tu viens, qui tu es, et vers quoi tu aspires. La vie d'un corsaire ne tient qu'à un fil. Malgré tout, la France a besoin de toi, de ta force.
et de ton courage. Rassure-toi, je ne serai jamais bien loin. Tu me retrouveras ici et là, sur la mer de tes yeux sincères, qu'abritent tes douces îles arquées. Mes rêves se sont embarqués comme d'aventureux corsaires. Sur l'azur glauque de tes yeux où baignent des lueurs d'étoiles, mes rêves, déployant leurs voiles, ont cru fendre le bleu des cieux. Et dans vos prunelles profondes, beaux yeux perfides où je lis, mes rêves se sont ensevelis comme le noyer sous les ondes. Il restera à Saint-Malo pendant 6 ans, gérant sa coquette fortune rapportée des Indes. Alors qu'un certain Napoléon Bonaparte lui proposera une commission de capitaine de vaisseau et le commandement d'une escadrille dans le golfe du Bengale, il refusera. Il repartira sur les mers avec un 3-mâts bien nommé le Revenant. On le dit plus prudent, mais toujours violent. Et pourtant, ses croisières sont fructueuses. Malgré tout, sa principale vie sur les mers est derrière lui. Quant à cette soirée et cette mystérieuse rencontre avec son maître, René du Guestroin, il n'y fera jamais allusion. Pensant surtout que le vin est un formidable outil de rêve. Ils se reverront de toutes les façons dans l'autre monde. Voici notre corsaire, Robert Surcouf, le jour de son mariage, le 28 mai 1801, à Saint-Malo. Merci. De rien. Merci beaucoup d'être venu à notre première représentation de Corsair version 2007. Je vais vous présenter les personnes qui m'accompagnent, enfin qui font le spectacle dans les rôles des hommes en noir. Et ils vont alterner comme ça tout l'été. Vous avez Jean-Jacques et Jacques.
dans le rôle de Jean-Baptiste, Vincent Davout. Au revoir. Dans le rôle de Robert Surcouf et Clichou. À l'écriture, à la mise en scène et dans le rôle de René Duguay-Trouin, Jacques Ledrand. Et il faut surtout pas les oublier parce qu'on a fait un boulot super à la technique, Ken et Yann. Yann.